rejoindre pour l'actualité de cette mi-journée. Le tribunal militaire de nouveau face à la presse. On retient de sa sortie médiatique d'hier que le dossier Thomas Sankara et celui du putsch manqué ne seront pas jugés en 2016. Toutefois, la justice militaire annonce que certains dossiers connexes au putsch manqué vont débuter dans ce mois de décembre. Plus de précisions en début de journal. Et puis l'orpaillage, une menace pour le système éducatif dans la région du centre-nord. Les classes se vident du fait de la ruée vers l'or. Les acteurs de l'éducation sensibilisent, mais hélas, la liste des élèves orpailleurs ne cesse de s'allonger. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Bienvenue au journal. Ces faits et gestes sont très suivis hier. Le tribunal militaire était de nouveau face à la presse. L'annonce est pour certains surprenante. Le dossier Thomas Sankara et celui du putsch manqué de 2015 ne seront pas jugés en 2016. Et pour cause de nouvelles informations à prendre en compte, on en saura plus avec Pascal Kané. Les audiences du tribunal militaire sur l'affaire Madi Ouedraogo et 42 autres personnes commencent le mardi 20 décembre prochain. Souvenez-vous, il s'agit de ce groupe de militaires et de civils qui avaient projeté de libérer les détenus de la Maka dans le cadre du putsch manqué. Selon le commissaire du gouvernement, ce dossier, ainsi que celui de Sanou Ali et 23 autres personnes sur l'attaque de Nimdi sont prêts. Nous avons obtenu d'eux pour qu'ils commencent les premières audiences dès le mardi 20 décembre. Avec le dossier Ouedraogo, Madi et plus de 40 autres. Puis viendra naturellement le dossier Sanou Ali, dont le juge d'instruction est également a pris donc en compte donc deux nouveaux éléments. Cependant, la promesse de juger le dossier du putsch manqué lui-même en 2016 ne sera pas tenue. Ali Nzaré explique que le dossier a connu des développements qui perturbent son aboutissement. Il s'agit de la levée de l'immunité parlementaire de Salifou Sawadego, soupçonné d'être impliqué dans le putsch manqué, l'extradition de 3 militaires réfugiés en Côte d'Ivoire et l'authentification des bandes sonores. Le 4 octobre, l'instruction avait commis un expert afin d'éclairer sa religion sur les écoutes. Le rapport de cet expert est rentré finalement le lundi 5 décembre à 16 h au niveau donc du cabinet du juge d'instruction. Cette demande d'expertise a connu quand même beaucoup de difficultés qui ont nécessairement joué donc un peu sur la procédure, mais il n'est pas nécessaire au stade actuel de la procédure donc de l'en évoquer. L'affaire Thomas Sankara reste aussi en suspens. Le tribunal attend toujours les résultats de la contre-expertise demandée par la famille Sankara. L'expert espagnol consulté dans cette affaire a demandé un délai supplémentaire au juge d'instruction. Ce communiqué qui vient de nous parvenir dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 décembre 2016 aux environs de 21 h. Un incident impliquant un policier en service au commissariat central de police de la ville de Kombisiri a eu lieu à Pomé, département de Fara, province des Balais, entraînant la mort d'un habitant de la localité. Les raisons de cet acte restent inconnues et les forces de sécurité sont à la recherche de l'intéressé qui a pris la fuite. C'est signé de la division de la communication et des relations publiques de la DGPN, la Direction générale de la police nationale. On parle toujours sécurité, cette fois avec la fondation Konrad Adenauer. Elle a réuni les acteurs nationaux hier à Ouagadougou pour leur faire le point de la rencontre de Niamey, une conférence sous-régionale axée sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. Roger Kam, Nathalie Sawadougou-Nabaloum. Les acteurs nationaux de la sécurité, notamment les représentants de l'État, la société civile, les parlementaires et les partenaires au développement de la Fondation Konrad Adenauer,
réfléchissent ici à Ouagadougou sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cet atelier se situe à un moment où l'Afrique, de façon générale, et en particulier l'Afrique de l'Ouest et le Burkina Faso, sont confrontés à des questions complexes au niveau de la sécurité. C'est dans ce contexte que la Fondation a voulu d'abord faire le point de la situation à partir de Niamey, où nous avons tenu un atelier sous-régional. Et au cours de cette conférence, on a voulu voir quel est le rôle de la femme dans un contexte d'insécurité. Nous allons d'abord reprendre pour le compte de Burkina la déclaration de Niamey. Et au-delà de la déclaration de Niamey, nous allons demander au Burkina de se l'approprier. Cet atelier est placé sous le thème « Genre et paix, la création d'un dialogue, les acteurs féminins assurent la paix dans le Sahel ». Il sera question pour ces acteurs nationaux de la sécurité de mener la réflexion sur les mesures à prendre afin de matérialiser les recommandations issues de la conférence de Niamey. Conducteur indélicat, attention au risque de tomber dans les filets de l'ONASER. Au cours d'une session foraine tenue hier, les dossiers de 4 personnes ont été exposés au grand public à la gare de l'Est de Ouagadougou pour excès de vitesse et négligence technique de véhicules. Certains chauffeurs ont assisté avec impuissance au retrait de leur permis de conduire. Amadou Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima, reportage. À cette rencontre, 4 chauffeurs sont mis en cause pour leur implication dans des accidents routiers. L'Office national de sécurité routière, ONASER, a retiré leur permis de conduire et leur reproche des conduites en excès de vitesse et des défaillances techniques dues à des négligences. Les sanctions, nous avons le sursis. Le sursis, ça veut dire qu'on va remettre le permis, mais on dit aux conducteurs, attention, nous avons ferme, la sanction ferme. En ce moment-là, ça veut dire que l'infraction est grave. Donc on va retirer le permis, quitte à ce que le conducteur aille se recycler, parce qu'on estime qu'il a oublié certaines choses du code de la route. Cette session foraine s'est tenue à la gare de l'Est de Ouagadougou. Occasion pour l'ONASER de sensibiliser les chauffeurs routiers au respect du code de la route et de faire connaître la commission de retrait de permis de conduire. C'est une commission qui statue sur les différents cas où les procès-verbaux ne sont parvenus, où il y a eu des accidents graves ou accidents mortels. Et dans ce sens, cette commission est chargée de statuer afin de voir et sensibiliser les personnes impliquées. Cette démarche semble avoir trouvé un écho favorable auprès des chauffeurs routiers. À cette occasion, ils ont promis de mieux observer les recommandations de l'ONASER, surtout pour ce qui concerne les temps de repos des chauffeurs et des véhicules. Et puis après une période d'accalmie, la grogne reprend de plus belle au sein de l'INPCB, 2 conseils de gestion pour la même structure. La situation est expliquée aux hommes de médias par les anti-Karim Traoré, actuellement président transitoire de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Les précisions de Drissa Traoré et Mireille Carole Tougouma sur place à Bobo Dioulasso. La crise à l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina UNPCB perdure. Cette fois-ci, c'est le conseil de gestion dirigé par Karim Traoré qui est contesté. Le lundi 5 décembre 2016, un groupe d'individus avec à sa tête M. Soulama Inombe Iber ont envahi les locaux de la fêtière pour revendiquer une destitution de l'actuel conseil de gestion et placer un bureau de transition avec pour président M. Nyoumou Kazimir. Nyoumou Kazimir, mis en cause, donne sa version. Une délégation de près de 200 personnes sont venues ici à Bobo Dioulasso et sont allés à leur siège qui est reconnu de l'UNPCB pour asseoir un bureau de transition pour présider et organiser les élections à venir. D'autant plus qu'il est reconnu que Karim Traoré et son conseil de gestion ne sont plus en mandat
depuis le 9 mars 2016. Le comité dirigé par Karim Traoré se dit pourtant dans la légalité. Nous avons fait élaborer les textes de l'UNPCB ensemble avec les fondeurs. Ils ont contribué à faire les textes. Ils savent qu'à partir du 12 décembre, nous devons commencer les élections de la base de la sensibilisation et les élections. Mais pourquoi, à quelques semaines des élections, vous allez vous lever pour faire des troubles? La crise à l'UNPCB dure depuis 2014. Karim Traoré a été porté à la tête du bureau transitoire de l'UNPCB, mis en place par un comité interministériel de concert avec les protagonistes. Contre l'insécurité alimentaire, le gouvernement burkinabé a opté de produire en quantité et en qualité. Pour la période 2016-2017, environ 20 000 hectares d'aménagement hydraulique sont en cours de réalisation. C'est un programme ambitieux aux yeux des acteurs du monde agricole réunis mardi dernier à Ouagadougou pour la programmation des différentes activités. Jean-Eudes Bayala, Ismaël Diloma-Sirima. Mettre en place 20 000 hectares de terres aménagées pour les agriculteurs au cours de la période 2016-2017. L'engagement est pris par le gouvernement burkinabé pour accroître la production agricole. À travers cette rencontre, les acteurs du secteur agricole ont échangé sur les actions à mener pour la réussite de ce projet. Ils ont également mené des réflexions sur le budget à adopter. Le nouveau paradigme, c'est d'élaborer non seulement les programmes, mais avec un cadre de résultats bien précis. Nos attentes, c'est que les activités qui seront retenues, en tout cas, soient des activités réalistes et réalisables, et que les conditions de mise en œuvre des activités soient mieux définies, et que s'il y a des risques, qu'on puisse identifier des mesures de mitigation pour permettre la mise en œuvre réussie des activités qui seront convenues d'accord parties. À cet atelier, les acteurs du secteur agricole élaborent la feuille de route du projet. À travers les aménagements hydro-agricoles prévus pour la période 2016-2017, le gouvernement burkinabé entend promouvoir la pratique de l'irrigation. Des techniques qui permettraient de produire en toute saison et de diversifier la production agricole. Une fois la production agricole disponible, il y a de quoi assaisonner vos plats à Malou. Escale donc dans ce village situé sur l'axe Ouagadougou-Kongoussi pour goûter aux poissons. Les poissons de Malou se vendent comme deux petits pains, généralement par des femmes. Elles sont même organisées pour faire prospérer leur activité. Yacouba Gamene, Oumar Zombre. Et c'est ainsi à Malou tous les jours de la semaine. Chaque jour, ces revendeuses de poissons à l'affût guettent l'arrêt de tout véhicule de partance ou de provenance de Ouagadougou. Madame. Si ça marche fort, je peux vendre 25 000. Ça c'est sardine, que c'est à Malou. Ça c'est sili, que c'est à Malou. Ça c'est massaron, que c'est à Malou. Et les carpes? C'est à Ouaga. Le poisson frit de Malou est bien apprécié des clients. Ils sont soit de passage ou tout simplement des habitants de la localité. J'habite dans les environs et la qualité du poisson fait que je viens m'approvisionner ici à chaque fois que je peux. Je suis un routier et à chaque fois que j'ai l'occasion de passer par Malou, je paye du poisson pour ma famille. La vente de poissons constitue l'une des principales activités génératrices de revenus à Malou. Elle est pratiquée par les femmes du groupement de revendeuses de poissons, un groupement qui compte plus de 40 femmes. Ça nous apporte beaucoup de choses. Tu peux avoir un moyen de déplacement avec ça. Tu peux construire ta case avec ça. Tu peux amener tes enfants à l'école avec ça. Tu peux soigner tes enfants avec ça. Cette activité de vente de poissons frits, les femmes l'amènent en complicité avec les pêcheurs de Malou. Des pêcheurs qui ramènent matin et soir leur butin en fonction de la générosité du barrage. Il est 17h et Soré Alimata prépare déjà sa provision pour demain. J'ai acheté ces poissons à 4 500 francs CFA.
Je les ferai frire et les revendrai à 7500 francs CFA. Je compte donc me faire un bénéfice de 3000 francs. Marché conclu, elle emporte les silures. Ces silures seront d'abord éviscérées, saupoudrées à la farine de blé avant la friture. Demain, ils se retrouveront ici dans un plat comme celui-ci, attendant d'être consommés. Voilà les potentialités de Malou village de la région du centre-nord. Mais tout n'est pas rose dans cette région qui accueille le 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina. L'orpaillage et l'école ne font pas bon ménage, a-t-on coutume de dire. Les élèves, les parents et les éducateurs le savent très bien. Pourtant, dans le centre-nord, les écoles se vident du fait de la ruée vers l'or. Sensibiliser, c'est ce qu'il faut faire, vous vous disiez certainement. Eh bien, c'est ce que les acteurs du système éducatif de la localité tentent de faire depuis des lustres maintenant. Cependant, la liste des élèves orpailleurs ne cesse de s'allonger. Le reportage est signé Ibrahima Sombier et Nyaki Teda. Nous sommes sur le site d'orpaillage de Bouli, c'est dans la commune de Pibaoré, dans le centre Mantenga profond. Là existe un phénomène, celui du travail des enfants dans les sites d'orpaillage, à l'image de bien d'autres sites de la région. Aruna Sondé et Rasmane Ouedraogo font partie des centaines d'enfants présents sur les sites dans la province du San Mantenga. Ayant fui l'école dès les premières heures de leur inscription et s'exprimant difficilement d'ailleurs, nos deux interlocuteurs nous ont confié l'avoir fait pour gagner de quoi manger, attestent également les orpailleurs. Ça dépend. Si ton papa n'a pas l'argent, ton maman est pauvre, donc c'est ça seulement qui a le problème là. Si quelqu'un qui est venu gagner un vélo, tu es là à la maison, tu as grandi, toi tu n'as pas vélo. Donc c'est fort que tu veux venir au SAM. Le phénomène est bien réel et affecte dangereusement les écoles, au dire des premiers responsables en charge de l'éducation de la région du Centre-Nord. Alors nous avons fait le point depuis 2014 et on s'est rendu compte qu'au cours des 5 dernières années, en moyenne, pour la classe du CM2 seulement, il y a 600 cas d'abandon pour les élèves inscrits pour les examens. Et la cause principale, c'est la fréquentation des sites d'or, c'est l'orpaillage. Et pour l'ensemble des écoles de la région, l'on note par an 5% d'abandon et les parents disent vivre impuissamment la situation. Dans les classes, quand vous rentrez, surtout au niveau des villages où se trouvent les sites d'orpaillage, les enfants, les élèves sont toujours au niveau des sites. Je ne sais quoi dire, mais l'orpaillage ne nous arrange pas. Parce que ça fait que les enfants ont abandonné les écoles. Et pourtant, le syndicat dit avoir pris les dispositions pour éviter pareille situation. Si quelqu'un n'est pas arrivé 20 ans, 21, 19, bon, nous aussi, on ne veut pas qu'il vienne travailler de loin là. En attendant, les élèves dans cette région fréquentent bel et bien les sites d'orpaillage et les raisons sont toutes simples. Nous constatons que cela commence assez souvent avec les séjours sur le site pour vendre des petits trucs, fruits, de l'eau les week-ends, puis ils prennent goût les jours de classe et commencent à abandonner pour y aller. Il y en a qui commencent à travailler. Si par malheur il y a un qui revient avec un portable ou une moto du site, alors c'est vraiment la porte ouverte. Fort heureusement que la tendance est à la baisse à cause des activités de sensibilisation. L'activité de l'orpaillage est également à la baisse, se réjouissent les acteurs du système éducatif de la région pour qui il faut faire quelque chose afin d'éviter le pire. L'actualité internationale nous conduit au cœur de l'élection présidentielle ghanéenne. Comme vous le voyez en image, juste quelques heures après le début du dépouillement des votes, Nana Akufo-Addo, le candidat du NPP, le New Patriotic Party, leader de l'opposition, clame sa victoire. Au cours d'une conférence de presse, il déclare qu'il était largement en avance dans les sondages. Une attitude que condamne la commission électorale qui se dit la seule habilité à diffuser les résultats de l'élection. En rappel, 7 candidats sont en lice pour cette présidentielle dont le président sortant John Dramani Mahama du New Democratic Congress, le NDC.
Toujours hors de chez nous à la Maison Bleue, en Corée du Sud, la présidente Park Geun-hye est sur le point d'être éjectée de son fauteuil. Peut-être que son salut viendra de la Cour constitutionnelle. Ce matin, les députés sud-coréens ont adopté à la majorité des 2/3 la motion de destitution contre elle. Park est suspendue de ses fonctions et doit être remplacée par son premier ministre suivant. En Corée du Sud, les députés ont adopté la motion de destitution à l'encontre de la présidente Park Geun-hye. La chef de l'État devait être immédiatement suspendue de ses fonctions et être remplacée par son Premier ministre. Mais sa destitution, votée par la majorité des 2/3 du Parlement, doit encore être validée par la Cour constitutionnelle qui pourrait se prononcer d'ici 6 mois. La présidente Park a été éclaboussée par un scandale de corruption impliquant une amie proche accusée d'avoir profité de ses liens privilégiés avec le pouvoir pour extorquer des fonds à de grandes entreprises du pays. Cette confidente aurait en outre prodigué ses conseils à la présidente, notamment sur des questions relatives à la sécurité et à la défense, alors qu'elle n'occupe aucune position officielle. Ce scandale a déclenché la colère de nombreux Sud-Coréens qui ont multiplié les manifestations pour réclamer le départ de la chef de l'État. Revue de presse pour refermer cette édition à la une des quotidiens ce vendredi, le bouclage du financement extérieur du PNDS lors de la conférence de Paris. Nos confrères se sont également intéressés au point de presse du tribunal militaire sur les dossiers Thomas Sankara et du putsch manqué de septembre 2015. La revue de presse est signée Vincent Kendreyo. Bouclage des financements extérieurs du PNDS, la satisfaction des 2 têtes de l'exécutif est largement exprimée dans les colonnes de Sidoya. Un bonus de 13 000 milliards de francs CFA, souligne le journal. Expression de la crédibilité retrouvée, selon le Premier ministre. Victoire du Burkina Faso, se félicite le président du Faso. Et selon l'observateur Palga, le président Kabouri a fait un plaidoyer digne d'un discours sur la situation de la nation devant les partenaires en relevant les besoins face aux menaces terroristes, la justice préalable à une véritable réconciliation nationale et le passage à la 5e République pour parachever le processus démocratique. Tribunal militaire, les premières audiences annoncées pour le 20 décembre nous indiquent Notre Temps et Aujourd'hui au Faso qui consacrent leur une à la conférence de presse du commissaire du gouvernement. Sur l'affaire du coup d'État, Aujourd'hui au Faso nous apprend que le général Gilbert Diendéré et 90 autres sont inculpés et leur jugement interviendra au cours du premier trimestre de 2017. Sur le dossier Thomas Sankara, Notre Temps rapporte que l'expert espagnol chargé de l'autopsie a obtenu une prolongation du délai pour fournir son rapport. Parlant d'affaire Thomas Sankara, l'observateur Palga, dans sa rubrique Lettres pour l'Aïe, révèle qu'une mission de la justice militaire a auditionné l'ex-président ghanéen John Rawlings à Accra. Les motifs, selon l'Obs, Rawlings était un ami du leader de la révolution burkinabé. Il était aux affaires au moment de l'assassinat et en plus, lors de son tout récent séjour à Ouagadougou, il aurait fait des déclarations publiques qui intéressent le juge. Ainsi s'achève ce journal de la mi-journée. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. À bientôt.